Au moins à 3 reprises depuis la chute du mur de Berlin, les Russes ont proposé un nouvel arrangement de sécurité pour l'Europe dans le cadre de l'OSCE, basé sur un traité avec le Conseil de sécurité. La dernière fois qu'ils ont fait une proposition moins ambitieuse, c'était en décembre 2021, lorsqu'ils ont proposé d'ouvrir une conversation avec l'OTAN d'une part et avec les États-Unis d'autre part, pour essayer de trouver un arrangement qui créerait un système de sécurité stable, pas seulement pour l'Europe. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai le grand privilège de parler à l'un des anciens diplomates de haut rang de la Suisse, l'ambassadeur Jean-Daniel Rüsch. L'ambassadeur Rüsch a pris sa retraite l'année dernière du service diplomatique suisse et a récemment publié un livre très perspicace intitulé « Crimes, haine, tremblement » d'une guerre froide à l'autre, à la poursuite de la paix et de la justice. Parmi ses nombreuses affectations, l'ambassadeur Rüsch a travaillé à l'OSCE et comme envoyé spécial pour le Moyen-Orient à Berne, avant d'être nommé ambassadeur en Serbie et au Monténégro en 2012, en Israël en 2016 et en Turquie de 2021 à 2023. Ambassadeur Rüsch, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. C'est fantastique de parler à un diplomate avec une expérience aussi vaste dans les affaires diplomatiques actuelles, la neutralité et la médiation. Je voulais commencer par la dernière partie de votre livre, dans laquelle vous décrivez vos propres expériences à Istanbul, avec la seule véritable chance d'une paix précoce dans la guerre russo-ukrainienne. Je parle des négociations de mars et avril de cette année-là, qui ont eu lieu là-bas, et qui finalement, nous le savons maintenant, ont été sabotées. Vous avez été impliqué dans cette discussion. De quelle manière? Eh bien, vous savez, à un moment donné, la Suisse a été contactée par le médiateur, la Turquie, pour parler de neutralité, parce qu'ils ont dit, entre les 4 ou 5 blocs des négociations, l'un d'eux concernait la définition d'un statut de neutralité pour l'Ukraine. Neutralité avec des garanties de sécurité, car les Ukrainiens insistaient et insistent toujours sur des garanties de sécurité. Et les Turcs nous ont dit, eh bien vous savez, nous sommes membres de l'OTAN. Nous ne savons pas grand-chose sur la neutralité. C'est pourquoi nous aimerions coopérer avec vous pour définir ce que devrait être ce statut de neutralité. Mais quelques jours plus tard, les pourparlers se sont effondrés et il n'y a jamais vraiment eu de suivi sur cette conversation. Avez-vous découvert pourquoi les pourparlers se sont effondrés? Nous avons des rapports de Naftali Bennett, alors Premier ministre d'Israël, indiquant que les pourparlers se sont effondrés après la visite de Boris Johnson. Nous avons également des déclarations de Boris Johnson à cet effet, selon lesquelles l'Alliance occidentale a effectivement dit à l'Ukraine de continuer à se battre. Avez-vous également plus d'informations sur ce que c'était que... Ce que les Turcs m'ont dit à l'époque, c'est que certaines puissances ont un agenda plus global et qu'elles veulent affaiblir la Russie. Cela a été dit par le secrétaire à la Défense des États-Unis lui-même, juste quelques jours après l'échec des pourparlers. Donc, je pense qu'il n'y a plus de doute. Je veux dire, seuls ceux qui sont motivés par des considérations idéologiques peuvent contester ce fait. Dans votre livre, vous avez mentionné 4 points qui étaient les piliers clés des accords de paix proposés. Et l'un de ces piliers était en fait le retour de l'Ukraine à la neutralité. Et les Russes ont rendu cela explicite, n'est-ce pas? Ils ont utilisé ce terme. L'Ukraine avait un article de neutralité dans sa constitution jusqu'en 2014, puis l'a supprimé.
et l'a remplacé par l'aspiration à rejoindre l'OTAN. Pourquoi pensez-vous que ce sont les Russes qui voulaient le retour à la neutralité? Vous pouvez examiner cela dans une perspective historique profonde. Je crois que la vision de la sécurité européenne, à la manière russe, est d'éviter un affrontement direct, c'est-à-dire un contact direct entre les blocs militaires. Et leur vision était, et est toujours, je pense, d'avoir une zone tampon avec des États neutres entre eux et l'OTAN. L'un d'eux, bien sûr le point central de cette zone tampon, serait l'Ukraine. Je parle de la perspective historique, parce que c'est exactement le système que le tsar Alexandre a mis en place après les guerres napoléoniennes, en créant une série d'États neutres entre la France et les puissances germaniques. Et c'est pourquoi la Suisse est devenue neutre. C'était une idée russe. Et je pense que cette conception que deux grandes puissances ne devraient pas se toucher afin de réduire le risque de guerre est probablement encore présente dans l'esprit russe, qui est également définie par d'autres éléments comme l'immensité du territoire et l'absence d'obstacles naturels comme les Alpes que nous avons ici. Il est donc très conforme à la stratégie russe traditionnelle de vouloir une zone tampon entre eux et l'OTAN. Dans les médias occidentaux, nous avons lu ces 3 dernières années que les Russes ne sont pas disposés à négocier, qu'on ne peut pas négocier avec Vladimir Poutine, et que Vladimir Poutine et les Russes ne connaissent que la violence. Adhérez-vous à cette idée? Quelle est votre expérience personnelle avec la diplomatie russe? Non, eh bien, c'est de l'idéologie. Il y a une terrible bataille en cours pour contrôler les récits, ou pour gagner les récits. Et nous voyons même en Suisse, les principaux médias, ceux qui avaient autrefois une très haute réputation, ils adhèrent simplement à cette propagande de l'OTAN. Maintenant, je pense que le premier pas vers la neutralité est d'avoir la bonne évaluation de la situation et de regarder les faits et les intérêts des différents acteurs et les positions réelles au-delà des récits, des déclarations et de la propagande. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que j'ai été impliqué dans la tentative de redéfinir la sécurité européenne depuis la chute du mur de Berlin, surtout dans le contexte de l'OSCE. Au moins à 3 reprises depuis la chute du mur de Berlin, les Russes ont proposé un nouvel arrangement de sécurité pour l'Europe dans le contexte de l'OSCE, basé sur un traité avec le Conseil de sécurité. La dernière fois qu'ils ont fait une proposition moins ambitieuse, c'était dans les années 90. Une proposition moins ambitieuse a été faite en décembre 2021, lorsqu'ils ont proposé d'ouvrir une conversation avec l'OTAN d'une part et avec les États-Unis d'autre part, pour essayer de trouver un arrangement qui créerait un système de sécurité stable, pas seulement pour l'Europe. N'oublions pas que toute l'architecture de sécurité nucléaire qui avait été définie depuis les années 70 entre l'Union soviétique et les États-Unis s'est largement effondrée depuis que George W. Bush a quitté en 2003 le traité ABM, le traité sur les missiles antibalistiques, qui était vraiment la pierre angulaire de toute cette prévisibilité nucléaire ou du système mis en place pour prévenir une guerre nucléaire. Et je pense que c'était l'autre partie de la discussion qu'ils voulaient avoir avec les États-Unis. Mais ceux qui ont dit non à ces discussions ne sont pas les Russes. C'était les Américains. Et si vous regardez l'histoire et à quel point l'Union soviétique puis la Russie ont respecté les accords, je ne pense pas que vous puissiez vraiment dire que ce sont les Russes ou les Soviétiques qui ont été les partis qui ont abandonné ou violé les accords. Non. Généralement, les Russes ont un bilan prouvé, je crois, de tenir parole tant que c'est dans leur intérêt, bien sûr. Mais c'est pourquoi vous devez avoir ces consultations et communications permanentes entre les grandes puissances. L'OSCE aurait offert le bon forum pour avoir une structure permanente
pour la sécurité européenne. Et d'ailleurs, la Suisse, et pas seulement la Suisse, mais les autres États neutres, ont joué un rôle clé à l'époque pour créer ce système, qui malheureusement est resté embryonnaire, parce que l'Occident voulait pousser son avantage autant que possible, pendant que la Russie était faible. Il y a de très bonnes recherches sur ce qui s'est passé entre 1970 et 1975, les négociations qui ont conduit au processus de la CSCE et finalement à l'institutionnalisation dans l'OSCE. Il y a eu un moment pendant la guerre froide où tout a été désamorcé. L'ambassadeur américain Jack Matlock souligne sans cesse que la guerre froide ne s'est pas terminée lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991. Elle s'est terminée en 1989 lorsque les deux parties ont négocié sa fin parce que c'était dans l'intérêt des deux parties de le faire. Puis quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé qui a changé cette ambiance de coopération en quelque chose qui a ruiné toute la structure de sécurité que nous avions et que les Russes étaient d'accord pour créer. Pouvez-vous vous expliquer ce qui a tué la paix post-guerre froide? Je pense qu'il y a vraiment deux aspects que je souhaite souligner ici. Bien sûr, ce serait une explication très longue, mais je pense qu'il y a vraiment deux aspects. L'un d'eux est que les Américains étaient enivrés par leur victoire. Ils étaient convaincus, et ils sont encore convaincus aujourd'hui, qu'ils sont la seule superpuissance, qu'ils doivent diriger le monde. C'est une tendance que l'on observe dans l'esprit des Américains aujourd'hui, et depuis assez longtemps, depuis le Destin manifeste, si vous voulez remonter dans l'histoire. Et de ce point de vue, ils ne pouvaient pas tolérer de parler à quiconque en tant qu'égal. C'est la première chose. La deuxième chose est que certains des États qui ont souffert sous la domination soviétique, je pense aux États baltes ou à la Pologne, ainsi qu'aux Tchèques, ont vraiment exigé des garanties de sécurité de la part des États-Unis et ont voulu rejoindre l'OTAN parce qu'ils ont leur propre perspective historique, qui est que, d'accord, les Russes peuvent être faibles maintenant, mais cela ne durera pas éternellement. Donc, pour garantir notre souveraineté, nous avons besoin de cette alliance forte avec les États-Unis que l'OTAN fournit. Je pense que ce sont les deux aspects clés qui ont empêché la création d'un système collectif de sécurité englobant l'ensemble de l'Europe, de Vancouver à Vladivostok, comme nous en parlions à l'OSCE. Avez-vous encore de l'espoir pour l'OSCE et pour la relance de cette détente de la guerre froide dans la nouvelle guerre froide? Je pense que la balle est vraiment dans le camp de l'administration Trump. Maintenant, ils se sont révélés totalement imprévisibles, donc je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais les Russes ont clairement indiqué qu'ils ne sont pas intéressés par un cessez-le-feu en Ukraine. Ils veulent un traité de paix. Mais bien sûr, la première étape pourrait être un cessez-le-feu. Ils voient cela dans le contexte de la sécurité européenne et d'une refonte profonde de la sécurité européenne. Maintenant, les Russes se sentent en position de force parce qu'ils réalisent progressivement des gains. Il y a de nombreux rapports sur la faiblesse de l'armée ukrainienne. L'Europe est dans une situation très difficile. Ce sera très difficile, surtout si Trump réduit l'engagement des États-Unis. Il sera très difficile pour les Européens de compenser en termes d'argent et surtout de systèmes d'armes, car la capacité de production n'est tout simplement pas là. Je pense donc que les Russes ne sont pas disposés à faire des concessions. Par conséquent, puisqu'ils veulent établir un nouvel ordre de sécurité, ou disons parler dans un contexte plus global, la seule institution existante où tous les États sont représentés sur un pied d'égalité, y compris ceux ayant un intérêt dans la sécurité européenne, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, est l'OSCE. La Suisse présidera l'OSCE en 2026, et je conseillerais certainement à la Suisse de se connecter tôt
certainement avec l'administration américaine, mais aussi avec l'administration russe, pour voir comment nous pouvons jouer un rôle utile pour rassembler les parties. Dans le même temps, essayons de restaurer un peu la crédibilité de notre neutralité, qui a été gravement endommagée depuis 2022. Parlons-en un peu, car la propagande en ce moment est extrême à mon avis, surtout en Europe, sur la façon dont les choses sont présentées et expliquées ou non expliquées et cachées à la compréhension. Donc la Suisse est clairement neutre et a également déclaré qu'elle se comporterait de manière neutre selon les règles de la Haye et qu'elle n'enverrait pas d'armes à l'Ukraine. Mais d'un autre côté, elle est clairement dans le camp de l'Occident. Et elle a été le lieu d'accueil de ce sommet pour la paix cet été, qui à mon avis s'est avéré assez inutile ou même contre-productif, car il crée cette dichotomie entre nous et eux. Alors, où va la Suisse? Et y a-t-il encore un moyen pour les Européens de rester neutres? Y a-t-il encore des Européens neutres selon vous? Peut-être l'Irlande. Écoutez, je pense que la neutralité doit être vue comme un bâtiment à 3 étages. Le rez-de-chaussée est la loi de la neutralité, qui est essentiellement la Convention de la Haye de 1907, qui stipule que vous ne devez offrir aucun avantage militaire à l'une des parties en conflit. De ce point de vue, légalement parlant, nous sommes neutres. Le deuxième étage est la politique de neutralité, et cela est largement défini par le gouvernement, avec peu de consultation du Parlement ou de quiconque. En prenant les sanctions, ce qui était un acte politique, avec des implications sur la neutralité, alors, et c'est le troisième étage, nous influençons la perception de la neutralité. Pour être crédibles, nous devons être perçus comme neutres. Malheureusement, à cause de cette décision et d'autres, ainsi que de l'adhésion imminente à l'OTAN, la perception de la neutralité n'est plus là parmi certaines grandes puissances mondiales. Je ne dis pas que c'est perdu pour toujours, mais ce sera une lutte difficile pour restaurer la crédibilité de notre neutralité. Je suis d'accord avec vous. Et permettez-moi de vous demander comment vous avez observé ce changement dans les pays nordiques avec la Suède et la Finlande, passant de la neutralité bien connue, non alignée, à membre à part entière de l'OTAN, et ayant maintenant entre 15 et 17 nouvelles bases américaines sur leur sol, se militarisant à outrance contre la Russie. Comment vous expliquez-vous que cela se soit également produit au cours des, disons, 10 à 15 dernières années? Eh bien, en fait, l'adhésion à l'OTAN s'est faite ainsi en quelques mois. Mais les précurseurs, après l'invasion, et je pense que c'était une agression d'ailleurs, de la part de la Russie contre l'Ukraine, la Suède et la Finlande sont des cas un peu différents. Je ne pense pas que vous puissiez les mettre dans le même paquet. Ce qu'ils ont en commun, c'est une frontière avec la Russie. Et donc, ils ont aussi des raisons d'avoir peur des actions potentielles de la Russie, de la déstabilisation, de la guerre bride en Suède et en Finlande. Mais commençons par la Finlande. La Finlande a eu une guerre avec la Russie, avec l'Union soviétique à l'époque. Nous ne devrions pas l'oublier. Ils ont cela dans leur histoire. Et un peu comme la Pologne, pour eux, ils ont été obligés d'être finlandisés, comme on disait à l'époque, d'avoir le statut de neutralité après la Seconde Guerre mondiale. Mais on ne leur a jamais vraiment demandé leur avis à ce sujet. Donc je pense que ce qui a été perçu comme du revanchisme, un militarisme renouvelé de la part de la Russie, a tiré la sonnette d'alarme en Finlande. Et pour eux, un peu comme la Pologne, rejoindre l'OTAN est un moyen de sécuriser leur souveraineté. La Suède, je pense, est un peu différente. Ils n'ont jamais vraiment été convaincus d'être, je parle du gouvernement. Si vous regardez l'histoire des 20 dernières années,
il y a eu plusieurs tentatives et plusieurs déclarations de dirigeants suédois affirmant que la neutralité est quelque chose du passé. Maintenant, nous devons aller de l'avant et rejoindre l'OTAN. Et simplement, ils ont trouvé l'opportunité à cause de cette agression russe contre l'Ukraine. Ce sont donc deux cas différents. Mais même avant de rejoindre officiellement l'OTAN, leur armée avait été préparée à rejoindre l'OTAN par toutes sortes de mesures. Le genre de mesures que nous prenons en Suisse maintenant, d'ailleurs en termes de ce qu'ils appelaient l'interopérabilité, ce qui revient en fait à donner la gestion de notre armée à l'OTAN ou aux Américains. Soyons clairs. Pourquoi faisons-nous cela? Je veux dire, j'ai aussi observé cela en Suisse, qu'il y a tellement de pression de certains coins de notre gouvernement. Votre ancienne patronne, Viola Amerd, je pense, est l'une des figures politiques clés qui poussent à abandonner la structure de défense de la Suisse à l'OTAN. Et il n'y a aucune menace pour la Suisse. Pourquoi la Suisse essaie-t-elle maintenant de se poser en problème pour d'autres puissances? Eh bien, je pense que c'est à cause de la profonde pénétration des influences américaines, mais aussi israéliennes, dans tous nos systèmes militaires. Ce n'est pas seulement l'armée en uniforme, c'est aussi le système d'approvisionnement. Je veux dire, la façon dont le F-35 a été sélectionné est un scandale. Un conseiller national du Parti socialiste a écrit un livre à ce sujet, et c'est soit de l'incompétence, soit de la corruption. Il n'y a pas d'autre explication. Mais c'est certainement un scandale. Et ce que cela nous dit, c'est que nos systèmes de sécurité, tous les aspects, sont profondément pénétrés par ces influences. Et c'est aussi pourquoi ils ont lancé une campagne de diffamation contre moi lorsque j'ai été nommé secrétaire d'État à la Défense. Parce que je n'avais pas caché, lors de conversations internes, mon scepticisme face à cette volonté de se rapprocher de l'OTAN. Ma position a toujours été que ce qui fait notre puissance, ce qui fait notre rôle ou notre utilité dans le monde, c'est que nous gardons une neutralité crédible. Et pour cela, nous devons garder nos distances avec les grandes puissances. Mais vous savez, maintenant les Américains, nous avons vraiment l'impression qu'ils gagnent une bataille, que la Suisse sera à jamais un autre pays, un autre jouet dans leurs mains. Et je ne suis pas sûr que ce soit réversible. Ils ne voulaient pas courir le risque de ralentir ce processus ou d'avoir des obstacles en ayant un sceptique de l'OTAN comme secrétaire d'État à la Défense. C'est pourquoi ils ont lancé cette odieuse campagne de diffamation contre moi. Donc, vous savez, ils sont vraiment prêts à utiliser des moyens pour aligner la Suisse. Franchement, j'étais naïf. Je n'aurais jamais pensé qu'ils utiliseraient de tels moyens pour s'assurer que la Suisse serait alignée avec le camp américain. Je ne l'ai pas mentionné dans mon introduction, mais l'année dernière, vous avez été victime de cette horrible campagne de diffamation qui vous a finalement empêché de prendre le poste de chef de ce nouveau secrétariat. Oui, et quand on voit les scandales qui se produisent presque chaque mois au ministère de la Défense. Vous comprenez pourquoi ils ne voulaient pas qu'une personne indépendante comme moi essaye de superviser leur travail. Le dernier en date est l'échec total de l'achat de drones pour 300 millions d'Israël. Maintenant, cette semaine, il y a eu une conférence de presse où ils ont dit que, eh bien d'abord, les drones qui devaient être mis en service en 2019 ne seront pas opérationnels avant 2029. Et apparemment, ils devront être accompagnés d'un hélicoptère ou d'un avion. Donc vous vous demandez vraiment pourquoi vous avez besoin d'un drone s'il y a un avion à côté. Et c'est l'expression d'une incompétence pure et dramatique. Et cette incompétence est le résultat d'une confiance aveugle envers les Américains et leurs amis israéliens. Dans ce cas, il s'agit d'approvisionnement.
mais c'est également vrai pour l'évaluation générale de la situation. Si vous lisez le dernier rapport de nos services de renseignement sur la menace envers la Suisse, vous croiriez que ce document a été rédigé soit à Tel Aviv, soit à Washington. Je veux dire, les ennemis pour la Suisse sont la Corée du Nord, la Chine, l'Iran et bien sûr la Russie. Ah non. Je veux dire, c'est une vision de Washington, mais cela ne devrait certainement pas être la vision de la Suisse. Comment cela s'est-il produit? Je sais que nous avions autrefois une politique étrangère indépendante. Nous avons réussi à éviter 2 guerres mondiales. Nous avons réussi à naviguer pendant la guerre froide. Nous avions une base très solide pour ce que nous ferions et ne ferions pas avec certains camps, bien que la Suisse pendant la guerre froide était d'un côté du camp. Mais il y avait de l'indépendance. Et maintenant, il me semble que, tout comme dans d'autres États européens, il y a des personnes occupant des postes très élevés qui font semblant de prôner la neutralité, mais qui font tout pour pousser dans cette direction, ce qu'ils ressentent réellement, je crois. Je pense qu'ils adhèrent à cette vision du monde, selon laquelle la Corée du Nord représente une menace existentielle pour la Suisse. Oui, je pense que la raison est les gens qui sont aux commandes, avec très peu de contrôle démocratique. Vous savez, c'est presque drôle que nous ayons créé un centre pour le contrôle démocratique des forces armées à Genève, qui enseigne aux pays d'Afrique ou aux petits pays d'Europe de l'Est comment ils doivent s'assurer que l'armée est sous contrôle civil. Et dans notre propre cas, il y a très peu de contrôle démocratique ou civil sur ce que font les forces armées. Et simplement, les personnes qui sont aux commandes ont été socialisées, elles ont été formées dans les pays de l'OTAN. Donc tout naturellement, elles ont adopté cet état d'esprit. Et ce qui se passe dans l'administration du ministère de la Défense n'est plus non plus équilibré par le ministère des Affaires étrangères, qui était traditionnellement beaucoup plus proche d'un véritable point de vue neutre. Mais notre ministère des Affaires étrangères a été largement détruit par le titulaire actuel, le ministre actuel des Affaires étrangères. Et aussi au niveau du Conseil fédéral. Je parle des politiciens, des conseillers fédéraux. Vous n'avez plus quelqu'un qui a une vision claire de l'identité suisse et du rôle de la Suisse dans le monde. Nous avons des personnes faibles, ce qui est traditionnel chez nous, mais des personnes faibles qui n'ont pas le sens d'un rôle pour la Suisse. Et nous ne sommes plus à l'époque où nous avions des personnes comme Micheline Calmiret ou Pascal Couchepin, Micheline Calmiret en particulier, qui s'opposaient aux Américains au moment de la guerre en Irak. Elle a été fortement critiquée à l'époque, mais maintenant nous savons, et même la plupart des Américains savent, que cette guerre était une erreur et que Calmiret avait raison de la critiquer. Nous n'avons plus de personnes comme ça dans des positions de commandement. Nous verrons maintenant, peut-être que Berset est là, il semble être plus principiel, mais il n'a pas de véritable implication dans les affaires étrangères. Donc je pense que c'est une question de personne et de la perte de la conscience de ce que cela signifie d'être suisse, ce que cela signifie d'être neutre, et combien il est important pour la Suisse, mais aussi pour le monde, je crois, d'avoir une Suisse neutre. Je veux dire, vous et moi, nous essayons de changer cela, n'est-ce pas? Il y a un référendum à venir, qui est déjà une affaire conclue. Le référendum aura lieu. Le référendum demandera si la Suisse doit revenir à une neutralité intégrale, y compris la neutralité en ce qui concerne les sanctions, c'est-à-dire pas de sanctions, sauf quelques petites exceptions. Mais nous n'avons pas besoin d'entrer dans ces détails pour l'instant. Maintenant, que fait la société civile en ce moment pour résister? Parce que je sens qu'il y a aussi une résistance en Suisse contre ce genre de mégalomanie de certains cercles, y compris les médias. Les médias sont
presque exclusivement, pas complètement, mais en grande partie, dans le même camp, pro-OTAN, pro-US, Hourra, et oui. Yes. En fait, c'est de la russophobie. Et cette russophobie existe depuis très longtemps. Je lisais le livre de mon ancien collègue Paul Widmer, qui est également très favorable à la neutralité traditionnelle. Il vient d'écrire un livre sur l'identité suisse où il a trouvé une citation de la Neue Zürcher Zeitung de 1853 où la Neue Zürcher Zeitung préconisait que la Suisse envoie 12 000 soldats pour combattre les Russes en Crimée avec les Français et les Britanniques. Il y a donc une longue tradition de russophobie ici dans la Neue Zürcher Zeitung, que je ne comprends pas vraiment. De nos jours, il est assez clair pourquoi La Neue Zürcher Zeitung est l'équivalent suisse du New York Times, vous savez, ce genre de niveau. Et ils sont maintenant totalement alignés avec le camp pro-OTAN, pro-industrie militaire. Je pense que cela a probablement à voir avec les intérêts économiques de certains cercles à Zurich pour approfondir cette coopération militaire avec Israël et avec l'OTAN. Mais maintenant, comme vous le dites, je pense que les gens sont très sceptiques. Le pouvoir des médias traditionnels n'est plus du tout ce qu'il était. Les gens s'informent à travers des chaînes YouTube comme la vôtre ou d'autres, à travers les réseaux sociaux. Et bien sûr, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations que vous pouvez voir là-bas. Et comme je pense que vous l'avez mentionné ailleurs, ce débat sera vraiment féroce et peut-être l'un des référendums les plus importants que nous aurons en Suisse. Personnellement, je trouve problématique que le concept de neutralité soit laissé à un seul parti politique. De plus, un parti politique qui est nationaliste, qui est de droite, qui proclame la neutralité en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine, mais qui est totalement pro-Israël au Moyen-Orient. Donc leurs références pour défendre la neutralité ne sont vraiment pas impeccables. Pour cette raison, j'essaie, avec un certain nombre d'amis, de créer un mouvement dans la partie francophone de la Suisse qui est plus neutre, qui est neutre dans le sens suisse, c'est-à-dire apolitique, mais simplement basé sur notre patriotisme et sur ce que nous croyons devoir être notre identité et notre rôle. À cette fin, en décembre, nous avons créé le Centre de Genève pour la neutralité. Pourquoi Genève? Parce que Genève souffre déjà de la perte de crédibilité de notre neutralité. Vous pouvez parler aux personnes qui travaillent à Genève, à l'ONU et dans la sphère multiculturelle. Elles disent que Genève, la Suisse, n'est plus ce qu'elle était, et cela devient problématique pour nous d'être ici. Les deux principaux objectifs de ce centre sont, premièrement, de créer un cadre neutre et apolitique en Suisse pour les débats qui mèneront au référendum. Mais il y a un autre sens à cela, et un sens international. Nous voyons la montée des blocs, on peut dire, une polarisation accrue dans le monde. Peut-être pouvez-vous le diviser par l'Occident contre les BRICS, je ne dirais pas l'Occident contre le reste. Il y a un risque de militarisation accrue, il y a un risque de guerre commerciale entre ces deux blocs. Et je suis absolument convaincu que pour l'avenir du monde, il faut un réseau d'États qui n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre, qui peuvent vraiment faire le lien, construire des ponts et créer des espaces de négociation sur des questions importantes comme le désarmement, le contrôle des armements et l'intelligence artificielle. Je veux dire, la combinaison de l'intelligence artificielle avec les nouvelles technologies militaires, la technologie nucléaire et les missiles hypersoniques est extrêmement dangereuse pour la survie de l'humanité. Le risque d'une guerre nucléaire décidée par l'intelligence artificielle n'est plus exclu dans un avenir prévisible. Pour cela, il faut avoir des négociations, des discussions et des accords. Nous devons prévenir cela et aller vers le contrôle des armements et le désarmement.
Il me semble que les États neutres peuvent jouer un rôle crucial dans la création de ce cadre pour le désarmement. Je vois beaucoup d'intérêt pour cette approche en Asie de l'Est et du Sud-Est. Pensez-vous que ce que la Suisse a vécu au cours des 200 dernières années, voire avant, et la capacité institutionnelle qu'elle a construite, est toujours là? Est-ce que c'est encore quelque chose que la Suisse pourrait dire comme « Hey, nous pouvons nous associer avec d'autres qui sont intéressés » ? Ou bien, la position de la Suisse et son savoir-faire neutre sont-ils déjà tellement endommagés que « Non, non, non ». Eh bien, tout d'abord, le savoir-faire est là. Et je pense aussi qu'une partie de la société non juive, mais aussi l'institution, notamment au ministère des Affaires étrangères et au Parlement, a le désir d'essayer de restaurer la crédibilité de notre neutralité. Mais bien sûr, je pense que cela nécessiterait un changement de casting à la barre. Mais cette volonté est là. Je ne suis pas sûr qu'ils sachent exactement comment faire cela. Et certainement, s'il y avait des ouvertures en Asie du Sud-Est, je crois qu'il y aurait de la place pour la coopération. Et en fait, cette coopération serait nécessaire et bienvenue. Et je pense que ces choses sont absolument possibles. Et je comprends les pays d'Asie du Sud-Est, parce qu'ils sont ceux qui devront le plus souffrir, à la fois économiquement, mais encore pire en cas de tension croissante entre la Chine et les États-Unis. Vous connaissez le célèbre dicton africain « Quand deux éléphants font la guerre, c'est l'herbe au milieu qui est endommagée ». Mais attention, quand ils font l'amour, c'est aussi l'herbe au milieu qui est endommagée. Très vrai, très vrai. C'est pourquoi cela se résume à ce point crucial, de ne pas s'exposer inconsidérément à être un champ de bataille. Je veux dire la tragédie en Ukraine. L'un des principaux enseignements est que prévenir activement la neutralité. Maintenir la paix peut être une stratégie des grandes puissances pour affaiblir leurs rivaux. Donc la question pour les neutres est alors, comment maintenir la capacité internationale de résister à votre propre militarisation contre l'autre pour être un proxy? Deux choses à ce sujet. Premièrement, les grandes puissances comprennent peu la neutralité, surtout les Américains, surtout les puissances occidentales. Et cela a à voir avec leur arrière-plan idéologique. Ils voient beaucoup le monde en termes de bien et de mal, de bon et de mauvais. Et vous l'avez vu à plusieurs reprises depuis les années Reagan, si vous ne voulez pas remonter plus loin dans le temps. C'est très ancré dans une sorte de mentalité de messianisme chrétien, qui parle, vous savez, de Satan et de Dieu et des choses comme ça. Donc, pas seulement chrétiens, mais les religions du livre, si vous voulez, ont tendance à diviser le monde entre le peuple de Dieu et le peuple de Satan. De plus, vous avez aujourd'hui quelque chose comme 20 à 30 millions d'Américains qui sont des évangélistes chrétiens qui croient que nous vivons dans l'Apocalypse. C'est très dangereux. Et vous savez, vous vous souvenez peut-être de l'Apocalypse. D'abord, il faut que tous les Juifs retournent en Israël, puis il y aura l'Antéchrist qui se lèvera et il y aura une grande guerre, etc. C'est très dangereux, car cela peut mener à une prophétie autoréalisatrice. Dans l'esprit occidental, vous voyez le monde toujours entre le bien et le mal. Cela ne laisse pas de place à la neutralité. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Vous êtes soit dans le camp du bien, soit dans le camp du mal. C'est donc un état d'esprit qui est très présent ici. Je pense que cela rend très difficile pour des pays comme la Suisse de rester neutres contre la volonté de la grande superpuissance avec laquelle vous êtes totalement connectés économiquement, financièrement, mais aussi en termes de valeurs. La recommandation serait donc, pour les pays et les politiciens en Europe ou ailleurs, qui ne sont pas complètement capturés idéologiquement,
de rejeter en fait tout le cadre et de dire non. Ce n'est pas le bien contre le mal. Nous pouvons traiter avec tout le monde et nous essaierons de faire de notre mieux. Ne vous laissez donc jamais piéger par cette pensée binaire. Absolument. Je veux dire, je pense que ce qui serait grandement nécessaire, c'est la création d'un réseau. Et j'utilise réseau parce que j'ai pas de meilleur mot en tête, un club ou autre. D'États qui sont conscients de cette situation et qui sont prêts à travailler ensemble précisément pour empêcher cette mentalité de bien contre mal de se répandre et de mener à des guerres commerciales ou des opérations militaires les uns contre les autres. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de la survie de l'humanité, mais aussi des intérêts purs et simples de pays comme ceux d'Asie du Sud-Est, j'en suis sûr, mais aussi de la Suisse et de bien d'autres. Je veux dire, s'il y avait une guerre commerciale avec la Chine, ou disons si les lignes d'approvisionnement étaient coupées entre la Chine ou l'Asie de l'Est et l'Europe, notre économie serait en grande difficulté. Ce qui signifie que notre population serait en grande difficulté avec le chômage et des choses comme ça. C'est pourquoi nous avons un très fort intérêt à maintenir les routes commerciales et les lignes d'approvisionnement ouvertes. Et je suppose que cela est également vrai pour des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, etc., etc. Et tous les pays de cette région qui ne veulent pas être mis dans une position où ils doivent choisir entre la Chine et les États-Unis. Mais en Europe aujourd'hui, c'est un peu la position dans laquelle nous avons été placés. Nous avons dû choisir entre la Russie et les États-Unis. Maintenant, bien sûr, quand vous êtes au milieu de l'Europe occidentale, qui est une région enclavée, le choix est assez facile à faire. Mais je ne pense pas que nous ayons peut-être suffisamment exploité la marge de manœuvre que nous avions. Car en fin de compte, entre 2014, lorsque les premières sanctions contre la Russie ont été décidées par l'Occident, et 2022, nous pouvions rester en dehors des sanctions, simplement en créant un système par lequel les sanctions ne pouvaient pas être contournées via la Suisse. Personne ne nous a jamais expliqué pourquoi cette même politique n'était pas possible après 2022. Et je pense que nous avons été un peu rapides à rejoindre ces sanctions. En un week-end, en fait, le Conseil fédéral a changé d'avis sans jamais nous expliquer pourquoi ils ont fait cela. Et je pense que cela a contribué à un approfondissement de la méfiance entre une grande partie de la population et le gouvernement suisse. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont également perdu les 4 ou 5 référendums qui ont suivi, même s'ils n'avaient rien à voir avec la neutralité ou les relations étrangères. Mais d'accord, pour revenir à votre point principal, oui, je crois qu'il est nécessaire de créer un club. Cela pourrait commencer par des think tanks comme le vôtre et le mien, pour créer ce réseau de personnes qui pensent différemment et qui ont une vision plus large de l'avenir et ne veulent pas simplement être membres d'un camp. Mais c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus confortable d'être membre d'un camp. Si vous êtes un think tank connecté à l'industrie militaire américaine, vous verrez les millions arriver, vous verrez beaucoup d'argent, vous aurez une couverture positive partout. Alors que lorsque vous voulez penser différemment, ce qui n'est pas dans le courant dominant, alors tout est, bien sûr, un peu plus difficile et nécessite plus de courage. C'est pourquoi nous devons nous connecter avec le réseau dissident. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant un nombre considérable, y compris en Allemagne, Ulrike Gero, et aux États-Unis, Jeffrey Sachs, dans le monde entier, qui réfléchissent activement à votre manière de créer des centres et des activités, de créer des groupes d'études afin de favoriser une approche plus réaliste. Donc c'est la bonne nouvelle. Mais laissez-moi vous poser une question de plus, car en tant que réaliste, nous devons admettre
qu'à la fin de la journée, tout dépend de ce que les grandes puissances feront réellement, comment elles bougeront. C'est pourquoi en ce moment, le passage de Biden à M. Trump est si crucial, n'est-ce pas? Parce qu'il pourrait y avoir un grand changement dans la politique étrangère. À mon avis, les petits États neutres peuvent agir comme le lubrifiant dans la machine qui fait avancer les accords de paix ou les mouvements de désescalade. Mais ils ne peuvent pas être la poussée qui surmonte l'inertie. Le voyez-vous de la même manière? C'est exactement comme je le vois. La Grèce est une très bonne métaphore. Habituellement, j'avais l'habitude d'utiliser le mot, vous savez, le liquide que vous avez dans l'articulation pour vous permettre de fonctionner sans douleur. Je pense que c'est exactement le rôle que nous devrions avoir. Évidemment, les superpuissances garderont leur autonomie de décision et il n'y a aucun moyen pour nous d'influencer réellement le processus de prise de décision. Mais ce que nous pouvons essayer de faire, c'est d'influencer la communication et la connectivité entre les différentes grandes puissances. De nos jours, nous nous dirigeons vers un système qui devient plus complexe. Vous avez trois grandes, disons, sortes de ligues supérieures, si vous voulez. La Ligue des champions serait la Russie, la Chine et les États-Unis. La Russie est un peu plus faible que les deux autres. Mais ensuite, vous avez un nombre accru de puissances régionales qui ont une forte influence dans leur propre région, mais pas tellement sur la scène mondiale, qui ne sont pas des puissances mondiales. Mais nous pouvons voir, nous venons de voir en Syrie, à quel point l'une de ces puissances régionales peut jouer un rôle clé par elle-même. Bien sûr, elle parle aux autres, mais c'était vraiment l'initiative, les ressources, la stratégie de la Turquie pour mettre Al-Jolani en place à Damas. Et je suppose que vous en verrez de plus en plus. Alors que le système de contrôle global des puissances mondiales devient en quelque sorte plus faible, simplement parce qu'elles ne peuvent plus tout contrôler, vous verrez probablement de plus en plus de puissances régionales devenir plus actives en tant que sorte de pouvoir d'ordre dans leur propre région. Et c'est très intéressant. Cela peut être un facteur de stabilité dans le monde. Un système imbriqué, mais c'est là que nous avons réellement besoin d'une nouvelle architecture appropriée pour convenir de quelques méthodes de base d'interaction. Parce qu'en ce moment, nous assistons à la disparition d'un système. J'espère que nous pourrons construire l'avenir de cela. Ambassadeur Hirsch, y a-t-il quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimeriez encore exprimer? Eh bien, je pense que j'ai dit plus ou moins ce que je voulais dire. Mais vraiment, le point que je voudrais souligner à nouveau est à quel point il est important pour les personnes qui voient le monde de manière réaliste. Vous avez mentionné Jeffrey Sachs. J'aime aussi écouter le professeur Mearsheimer et bien d'autres. Je pense qu'il est très important d'essayer de se connecter et de créer dès maintenant un réseau de penseurs, de personnes qui pensent de cette manière. Et cela peut se produire maintenant. Et cela devrait produire maintenant. Où les gens devraient-ils aller s'ils veulent lire plus de vous ou voir plus de vous? Publiez-vous quelque part régulièrement? Eh bien, ils peuvent d'abord commander mon livre. J'ai peur qu'il ne soit disponible que sur Amazon. Et je suis désolé parce que je sais que certaines personnes boycottent Amazon. Mais si quelqu'un a une meilleure option, faites-le-moi savoir. Il s'appelle Crimes, haine et tremblement. Je pense que vous apprendrez déjà beaucoup de là. Sinon, je prépare, avec 3 personnalités de la partie francophone de la Suisse, un livre sur la neutralité qui devrait être publié dans la première moitié de cette année. Sinon, je contribue régulièrement à plusieurs médias, y compris l'hebdomadaire Weltwoche à Zurich. J'y ai une chronique, mais aussi dans d'autres quotidiens. Mais ce sont plus des commentaires sur l'actualité. Sinon, j'ai de nombreuses interviews disponibles sur le net.
Alors, n'hésitez pas. De plus, je suis toujours prêt à exprimer mon opinion parce que j'ai ce luxe, comme vous, d'être indépendant et de dire ce que je vois et ce que je pense sans aucune loupe dans un sens ou dans l'autre. Tout le monde, si vous souhaitez entrer en contact, adressez-vous à l'ambassadeur Jean-Daniel Hirsch. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. For your time today. Merci beaucoup. Eh bien, profitez du Japon. Je le ferai.